Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pendant cette semaine de sensibilisation à l'infertilité qui a lieu, donc, comme vous le savez, du 4 au 12 novembre par l'association du collectif BAMP. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas notre association, le collectif existe depuis maintenant plusieurs années et traite de tout ce qui touche à l'infertilité, que ce soit en parcours en intraconjugal, mais aussi aux dons, les parcours en France et aussi à l'étranger. On a la chance de pouvoir travailler au niveau national avec des grandes instances comme l'Agence régionale de santé, comme l'Agence de la biomédecine, pour essayer d'améliorer les parcours des patients. Et nous avons aussi des actions au niveau local. Donc vous retrouvez sur nos réseaux sociaux tous les groupes de parole qui sont organisés, tous les événements, toutes les choses voilà, que l'association vous propose. Pour aujourd'hui, j'ai la chance d'être extrêmement bien entourée pour pouvoir parler de santé environnementale. La santé environnementale, c'est un nouveau domaine qui va en fait un petit peu parler de comment votre environnement va agir sur votre santé. Donc c'est un domaine très vaste, ça peut aussi bien parler des perturbateurs endocriniens, de la pollution atmosphérique, des phtalates. Ce sont des sujets d'ailleurs qu'on va un petit peu aborder tous ensemble aujourd'hui. Et du coup, je vais maintenant laisser ma parole à mes hôtes pour qu'ils puissent se présenter en quelques minutes. Bah écoutez, Alexandra, je vous laisse commencer. Oui, bonjour, je suis ravie de cette invitation. Alors moi, je m'appelle Alexandra Lorenzo, je suis venue à la santé environnementale à la naissance de ma fille. Et en fait, c'est en cherchant à savoir quels étaient les produits qui étaient les plus sains en fait pour mon bébé, je me suis aperçue que, en fait, sans le savoir, on exposait nos bébés, nos jeunes enfants, à tout un tas de substances chimiques nocives qui mettaient en danger en fait leur santé présente et future. Et donc j'ai commencé à investiguer et j'ai cherché assez longtemps et en détail. Et puis pour faire court, en 2018, j'ai décidé de créer l'association Itawa pour pouvoir communiquer toutes ces informations que j'avais eu autant de mal finalement à découvrir aux professionnels de la petite enfance pour qu'elles puissent ensuite les transmettre aux parents. On a créé un dispositif qui s'appelle les nounous écolos, dont on aura l'occasion peut-être de parler après. Et puis en 2020, j'ai cofondé l'agence environnement et santé pour cette fois développer un peu plus, on va dire, les actions et la portée des actions qu'on pouvait mener sur la santé environnementale. Merci beaucoup. J'y vais, je commence. Allez-y. Je suis Pascal Vaudin, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Tours. Donc, j'enseigne en niveau Bac+4, Bac+5. Donc, en master, je m'occupe principalement du master biologie de la reproduction, où j'y fais un enseignement justement de l'impact de l'environnement sur les fonctions de reproduction. Je suis aussi chercheur donc, à l'INSERM, à Tours, à l'hôpital Bretonneau, où je travaille sur l'impact des polluants qui sont stockés dans les graisses, parce que le corps humain stocke des polluants dans le tissu adipeux. Et donc, c'est ça de comprendre quel est l'impact de ces perturbateurs endocriniens, de ces polluants environnementaux qui sont stockés dans les graisses sur la biologie du cancer, notamment sur son agressivité. Et à côté de ces deux activités d'enseignement et de recherche, je fais beaucoup de médiation scientifique, que ce soit à destination du grand public, mais aussi à des publics plus cibles, à des professionnels de santé. Je donne des formations aux professionnels de santé, aux médecins généralistes, aux sages-femmes, aux obstétriciens, et aussi à des lycéens, à des enseignants, et aussi à des tout petits, donc en école primaire, on en parlera tout à l'heure. Et je suis venu sur le sujet des perturbateurs endocriniens par le biais de l'eau de consommation. Je suis très inquiet de la qualité de l'eau que l'on boit. Et, donc pour moi, c'est une grosse boîte noire. Donc, l'eau potable, c'est purement législatif. Mais il y a plein de choses dans l'eau de boisson que l'on ne connaît pas. Et on ne connaît pas l'impact que peut avoir une exposition de ces polluants par cette eau de boisson sur notre santé. Merci beaucoup. Et vous, Monsieur Piboulot? Eh ben, bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je suis Jocelyn Piboulot, directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre.
Donc l'assurance maladie, pour resituer un peu les enjeux et les missions, bah, c'est la couverture des frais de santé hein, pour l'essentiel. Donc dans l'Indre, c'est la prise en charge des demandes de remboursement de 200 000 bénéficiaires. Ça représente 700 millions d'euros par an, hein, rien que pour un petit département rural comme le nôtre. Mais sinon, la vocation de l'assurance maladie, plus largement, hein, donc c'est la prise en charge des soins qui représente pour l'année 2021 à l'échelle nationale plus de 185 milliards d'euros sur année complète, hein, toutes dépenses confondues, donc soins de ville et établissements également. Donc, au plus simple, donc dans les grandes missions de l'assurance maladie, c'est l'accès aux droits, évidemment, pour réaliser l'accès effectif aux soins, la prise en charge donc des différentes dépenses et le versement des indemnités journalières dans le cadre des arrêts de travail. Les autres missions de l'assurance maladie, ça va être la lutte contre la fraude, par exemple. Et puis ensuite, il y a des missions traditionnelles qui sont celles liées à la prévention, avec des grands programmes de prévention, donc le dépistage organisé des cancers, par exemple. On a également des systèmes d'accompagnement des soins des patients atteints de pathologies chroniques, donc comme l'asthme ou le diabète. Et puis ensuite, toutes les actions qui sont liées à la vaccination ou à la santé bucco-dentaire. Donc voilà pour l'essentiel de nos champs traditionnels d'intervention. Et donc dernièrement, c'est-à-dire depuis 2021, nous avons initié en fait avec quelques départements des actions qui portent plus spécifiquement sur la santé environnementale, donc notamment au travers d'opérations dites zéro phtalate. Donc, alors, vous allez me poser la question pourquoi la santé environnementale à mon niveau dans ma caisse. Et donc, je me suis prêté effectivement à l'exercice de vous resituer en fait les raisons de cet engagement, de cet investissement. Et donc, je pense que j'ai un peu suggéré quand je commençais à parler des dépenses prises en charge par l'assurance maladie. Elles augmentent chaque année, fortement. Et donc, je vous ai donné le chiffre global de 185 milliards d'euros de dépenses pour l'année 2021. On a une forte augmentation sur des pathologies chroniques. Donc, les pathologies chroniques ou les traitements chroniques, c'est 35% de la population en 2021. 35%, plus du tiers de nos concitoyens, assurés, usagers, quel que soit le nom que vous leur donnez, 35% d'entre eux ont un traitement pour une pathologie chronique, un traitement chronique. Donc, parmi ces différentes pathologies chroniques, vous avez les maladies cardio-neurovasculaires, par exemple, pour un petit peu moins de 20 milliards d'euros. Et à titre d'exemple, entre 2020 et 2021, vous avez une augmentation de 8,6% de ces dépenses, d'une année sur l'autre. 8,6, rien que pour ce champ-là. Augmentation, je ne rentre pas trop dans les chiffres, mais par exemple pour le diabète, entre 2020 et 2021, plus 7%. Sur les cancers, plus 11,5%. Donc, dès que vous vous emparez de la question de ces politiques publiques, donc versant assurance maladie, il y a un mécanisme assez simple qui est de savoir pourquoi. Donc, pourquoi? Il y a des effets prix, il y a des effets volume. L'assurance maladie, finalement, finance l'innovation thérapeutique, c'est-à-dire qu'elle prend en charge des médicaments plus efficaces, de plus en plus onéreux. Puis ensuite, vous avez basiquement un effet volume qui fait en fait l'équation, l'augmentation des dépenses de santé. Donc, on parle beaucoup de transition épidémiologique avec notamment le vieillissement de la population, mais le développement des pathologies chroniques n'est pas uniquement lié, en fait, statistiquement, au vieillissement de la population. Ça y contribue, mais ce n'est pas le seul facteur. Donc, si je voulais donner un dernier éclairage sur le sujet, on a une grande étude qui est parue il y a quelques semaines sur la progression du taux d'incidence des cancers parmi la population, donc les tranches les plus jeunes, à savoir 16-50 ans. Entre 1990 et 2019, on a une augmentation de presque 80% du taux d'incidence des cancers. À quoi est due cette évolution du taux d'incidence sur des populations qui sont par définition moins touchées que les populations les plus âgées, notamment en ce qui concerne le cancer. Donc, ça veut dire que c'est cette approche-là, qui peut sembler assez froide, chiffrée, statistique, qui invite en fait en tant que gestionnaire de fonds publics à s'interroger sur les évolutions du contexte sanitaire de la population. Donc on a beaucoup d'études qui paraissent sur le champ, on va dire, large de la santé environnementale. Donc on l'a dit, pollution chimique, pollution de l'air, l'ensemble de ces facteurs donc contribuent effectivement à l'accroissement de ces pathologies chroniques et donc l'évolution des coûts qu'ils représentent donc pour l'assurance maladie. Donc voilà le pourquoi du comment du schéma intellectuel de cet engagement effectivement sur la santé environnementale.
Mais je vous remercie tous les trois déjà pour cette présentation. On voit qu'en effet, le sujet déjà vous passionne et il y a plein de questions qui me viennent en tête avec déjà tout ce que vous nous avez dit. Je vais commencer par vous, Alexandra Lorenzo. Déjà, je voulais savoir un petit peu plus comment vous avez été amenée à créer ou co-créer en tout cas l'agence Environnement Santé, du coup, qui est basée maintenant à Tours, si je me trompe pas. Alors, du coup, effectivement, j'ai bien cofondé l'agence Environnement et Santé. Elle est, on va dire, basée finalement partout sur le territoire. Elle est basée dans nos ordinateurs portables, puisque moi, je me trouve effectivement à Tours et ma collègue Eleni Gravière est plutôt à côté de Toulouse. Mais on voit bien aujourd'hui que même si les thématiques autour de la santé environnementale sont de plus en plus, on en parle de plus en plus, il se passe de plus en plus de choses, ça reste malheureusement encore des actions isolées, des décisions isolées et souvent aussi basées sur des volontés personnelles dans différents endroits. Donc aujourd'hui, on dit qu'on va là où on nous appelle et donc ça peut être un peu partout sur le territoire. Voilà. Et donc, pourquoi avoir créé l'agence Environnement et Santé? Donc, je vous disais que le déclencheur, ça a été vraiment la naissance de ma fille et ça m'a permis pendant plusieurs années de travailler avec le terrain que j'avais choisi moi, qui était vraiment la petite enfance, puisqu'il y avait vraiment l'urgence, elle se situe vraiment sur les très jeunes enfants, les bébés, les femmes enceintes, donc cette période des 1000 jours dont on a aussi beaucoup parlé ces dernières années, qui est une période de grande vulnérabilité de l'être humain à des expositions, notamment à des substances chimiques qui peuvent, chimiques et autres, mais en tout cas voilà, chimiques et notamment les perturbateurs endocriniens, qui peuvent venir perturber son développement et sa santé future, on va dire. Donc, c'est souvent par là qu'on commence. Et donc, évidemment, on est sur les crèches et tous les lieux et tous les professionnels qui travaillent avec la petite enfance. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec ces publics-là. Et puis, je me suis aperçue à un moment donné qu'il était aussi important et utile d'aller sensibiliser et informer des décideurs à un autre niveau pour permettre en fait d'augmenter l'impact de nos actions. Et puis la rencontre aussi avec ma collègue Eleni Gravière qui a une histoire personnelle assez similaire à la mienne. Hein, donc vraiment, c'est ce gros déclencheur personnel, la volonté finalement voilà, on a quitté nos postes dans des grosses entreprises. Donc on était animé vraiment, et on l'est toujours d'ailleurs, par une volonté d'agir et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une urgence et qu'on n'était pas assez en fait à porter ces messages, qu'il y avait un vrai besoin. Et voilà, donc on s'est lancé dans cette aventure. Et c'est quelque chose qui est toujours aussi passionnant aujourd'hui, même s'il faut être très persévérant et persévérante et pas baisser les bras, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de contraintes aussi du fait de la spécificité de cette thématique de la santé environnementale. Euh, on est sur ce concept de, effectivement, notre santé est impacté par l'environnement dans lequel on vit. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose auquel on était finalement habitué jusqu'à présent. On était plutôt sur, on en parlait tout à l'heure en préparant la table ronde sur la santé, c'est ne pas être malade. Or, on sait aujourd'hui que c'est beaucoup plus que ça. Et donc, dans cet environnement, il y a plein de choses. Il y a notamment des substances chimiques et peut-être le constat le plus désagréable à faire aujourd'hui, c'est de s'apercevoir que sans le savoir, par exemple, on utilise des produits dans notre alimentation, ça peut être les produits d'entretien qu'on utilise, ça peut être les jouets qu'on va donner aux enfants, la peinture qu'on a utilisée pour rénover chez soi. Et tous ces produits-là, en fait, contiennent potentiellement des substances chimiques nocives. Et donc, le problème, c'est comment on fait pour d'abord pour s'informer, parce que ce n'est pas forcément évident. On ne peut pas être technicien de toutes ces questions-là. Donc, on verra, peut-être on aura l'occasion d'en parler. Ça amène beaucoup à la question de la consommation, de comment on consomme, à la fois à titre individuel et aussi avec sa casquette professionnelle. Hein. Donc, on parle aussi beaucoup de commandes publiques, etc. Sur quelle base on va s'appuyer, parce que en face, il y a du marketing et que le marketing, c'est fait pour nous rassurer en tant que consommateurs sur les bienfaits d'un produit. Et voilà, donc il y a beaucoup de greenwashing aussi du fait de l'essor de ces questions, en tout cas de ces préoccupations grandissantes au sein de la population, qui est inquiète, qui a de plus en plus envie de voir du bio, d'avoir des labels, etc., d'entendre parler de verre, de biosourcé.
Et donc, évidemment, en retour, il y a des propositions qui sont faites sur le marché qui ne sont pas toujours des bonnes propositions. Donc voilà, on aura sûrement l'occasion d'approfondir un petit peu. Oui, du coup, si je comprends bien, l'une des missions du coup de votre agence, c'est vraiment d'apporter de l'information bien sourcée à tous euh, pour que chacun puisse du coup faire les meilleurs choix. Alors du coup, avec l'agence, oui, effectivement, on est plutôt sur du conseil et de l'ingénierie en santé environnementale. Donc on est sur des publics professionnels. Donc on ne s'adresse pas, nous, directement au grand public ou parfois à travers finalement les missions qui nous sont confiées. Donc nous, on travaille beaucoup avec les collectivités, donc les villes, les territoires, les départements, etc. et un certain nombre d'institutions publiques. Et évidemment, c'est les accompagner dans comment ils vont pouvoir faire entrer ces thématiques de santé environnementale au sein de leur stratégie, de leurs actions. Donc, ça peut être, par exemple, ça peut être changer les produits d'entretien dans une école. Donc, ça, c'est une ville qui va s'occuper de ça, qui va prendre cette décision. Ça peut être travailler sur les contenants, éliminer les contenants en plastique dans la restauration collective, par exemple aussi. Ça peut être former les professionnels des PMI, les professionnels de santé. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avec effectivement à la fin, l'objectif, c'est que des actions puissent être mises en place à destination du public et de la population pour les protéger et puis aussi les informer et les sensibiliser sur ce qu'ils peuvent mettre en place au quotidien, on va dire. Très bien. Et du coup, à côté de cet énorme projet que vous avez mené, vous avez créé une association qui s'appelle l'association Itawa. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, du coup, l'association Itawa, c'est un projet, enfin voilà, comme quand on se lance dans l'aventure d'une association, c'est quelque chose d'assez chouette. Ça a été ma première réaction quand j'ai découvert cette grosse pelote de tout ce qui était autour de moi et de mon enfant qui était potentiellement nuisible. Et je trouvais que c'était une bonne façon d'agir et de s'entourer de personnes et puis d'aller mener des actions pour communiquer auprès du grand public. L'association Itawa, ça a été surtout l'occasion finalement de s'adresser à des publics assez éloignés de l'information, notamment sur la santé environnementale, des publics relativement précaires, puisque avec l'expérience des nounous écolos, qui est donc un dispositif qui a été soutenu par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France en 2019 et puis sur les années suivantes, en fait, on sensibilisait, on formait des gardes d'enfants à domicile, donc pas les assistantes maternelles qui gardent les enfants chez elles, mais les professionnels qui vont au domicile des parents pour garder les enfants. Donc, ils sont des professionnels qui sont assez oubliés, on va dire, un peu oubliés des radars des professionnels de la petite enfance et des personnes qui sont souvent dans des situations qui cumulent un certain nombre de difficultés. Et ça a vraiment permis de montrer de tester en live auprès de plusieurs centaines de femmes qui avaient un intérêt en fait sur ces questions-là. Parce que moi, j'ai beaucoup entendu au tout début que la santé environnementale, c'est très bien, mais que c'était quelque chose qui intéressait surtout les bobos écolos parisiens. Parce qu'à l'époque, j'ai créé l'association à Paris. Et moi, ce n'était pas mon intuition. Et donc, ça m'a permis effectivement de confirmer que, quel que soit son niveau d'études, quels que soient ses moyens financiers, de découvrir, d'avoir accès à ces informations, c'est important. Qu'il y a des moyens d'agir, même quand on n'a pas beaucoup d'argent. Et que quand on parle aux personnes, et puis notamment à des femmes qui sont aussi mamans ou grand-mères, quand on leur dit que peut-être qu'il y a différentes choses qui peuvent affecter leur santé et la santé de leurs enfants, elles se saisissent très rapidement et avec beaucoup de pragmatisme de ces questions-là et elles enclenchent des changements avec une rapidité bien plus importante que des personnes beaucoup plus instruites, cultivées et avec beaucoup plus de moyens. Voilà, donc Itawa, c'est encore une porte d'entrée, on va dire, de la santé environnementale vers les publics éloignés, vers vraiment des personnes sur lesquelles on ne penserait pas forcément à parler des problématiques, par exemple des cosmétiques. Comment on peut choisir ses cosmétiques quand on est une femme réfugiée en France, migrante, il faut trouver le bon mot, et qui est hébergée dans un hôtel social, par exemple, et qui est en charge un bébé. Et ben, cette personne-là aussi, on trouve des moyens de la sensibiliser à ces questions et de lui donner accès, elle aussi, et finalement de trouver
une forme d'empowerment, désolée pour le mot en anglais, mais en tout cas de se sentir plus active et en capacité d'impacter positivement sa vie et celle de son enfant. Donc voilà, l'association Itawa, c'est tout ça, ce que ça représente. Ben, c'est une très belle mission. Et du coup, pour parler pratico-pratique, sous quelle forme du coup peuvent retrouver donc ces informations? Est-ce que du coup l'association est avoir un site internet? Est-ce qu'elle est sur les réseaux sociaux? Par quel biais du coup les usagers peuvent vous retrouver? Alors l'association Itawa, il y a un site internet. L'association elle est plutôt basée à Paris et en tout cas sur ses formats de formation, mais on continue le travail de plaidoyer et de collaboration, on va dire, sur les réflexions, la réflexion stratégique dans les élaborations de plans de santé environnementale, etc. Maintenant, la difficulté de l'association Itawa, comme de plein d'autres, c'est la gouvernance et d'arriver à trouver des personnes qui aient du temps et qui puissent s'investir dans le fonctionnement de l'association. Donc, c'est un petit peu ça notre problématique aujourd'hui. Mais en tous les cas, voilà, il y a un site internet, donc on est joignable avec grand plaisir, et notamment en région parisienne. Et du coup, s'il y a des gens qui sont intéressés pour devenir bénévoles, ils peuvent vous contacter par ce biais-là. Absolument. Parfait. Merci beaucoup. Je voulais vous parler un petit peu à tous pour rebondir sur... On a un peu parlé des perturbateurs endocriniens, mais il y a vraiment plein de choses qui comprennent la santé environnementale. Il y a une étude qui a été publiée en 2021 dans Nature sur l'impact de la pollution atmosphérique et la fertilité, du coup, des populations. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous définir ce que c'est que la pollution atmosphérique et surtout, est-ce qu'il y a des gestes simples pour pouvoir l'éviter? Alors du coup, effectivement, la pollution atmosphérique, ça va être principalement, par exemple, les pots d'échappement des voitures, des camions. C'est aussi les cheminées des industries, des usines. Ça va être aussi les incinérateurs de déchets. Et c'est par exemple aussi en Île-de-France, la première source de pollution atmosphérique pendant l'hiver, c'est le chauffage au feu de bois, par exemple. Donc il y a vraiment différentes sources. Et puis ensuite, quand on est sur l'air, donc à l'intérieur, là, on va avoir un tout petit peu plus la main dessus. Alors, il y aura déjà évidemment l'air extérieur et les polluants éventuellement présents qui vont pénétrer à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il faut bien garder en tête que si on habite à un endroit ou si on travaille à un endroit où c'est pollué à l'intérieur, on va pas être complètement protégé. Au contraire, on dit que l'air est plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur, à peu près 5 à 10 fois plus pollué dans un environnement intérieur. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment porter une attention particulière aussi à cette qualité de l'air intérieur dont on parle peut-être pas assez souvent. Alors, dans les sources de pollution de l'air intérieur, on retrouve par exemple tout ce qui va servir à décorer, donc les peintures, qu'est-ce qu'on va utiliser pour le sol par exemple, le mobilier qu'on va mettre dans les intérieurs, si c'est du mobilier en aggloméré ou en contreplaqué, qui est constitué en grande partie de colle par exemple, et ça va diffuser sur le long terme des substances chimiques qui vont se retrouver dans l'air et qu'on va respirer quotidiennement. Voilà, on peut parler aussi des produits d'entretien. Ça, c'est un grand sujet, un sujet dont on parle beaucoup, nous, à l'Agence Environnement et Santé, avec les collectivités qu'on accompagne, parce que finalement, changer les produits d'entretien qu'on utilise, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est une façon d'améliorer de façon significative l'air intérieur, et notamment des lieux qui accueillent des jeunes enfants. Mais de façon générale, on va revenir à des choses beaucoup plus basiques. C'est aussi une façon d'ailleurs de protéger l'environnement parce qu'on va arrêter de mettre dans les effluents ensuite, de jeter les produits qu'on a utilisés pour nettoyer. Voilà. Et puis donc si on doit donner un conseil ou plusieurs conseils sur comment faire en fait pour essayer d'améliorer cette qualité de l'air intérieur, ça paraît tout bête, mais le fait d'aérer, alors c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler pendant la période du Covid, mais effectivement, ouvrir les fenêtres, c'est ce qui va permettre de faire sortir cet air vicié et de faire entrer un air plus propre, on va dire. Donc l'aération, c'est extrêmement important, et puis de faire attention à ce qu'on va introduire finalement dans nos environnements,
attention aussi aux substances, tout ce qui va parfumer nos environnements. Soit on est sur des fleurs fraîches, auquel cas c'est une odeur naturelle, mais dès qu'il est question d'odeurs synthétiques, même de très bonnes odeurs, ce sont des substances chimiques. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on parlait donc, en effet, pendant la pandémie, de ces 10 minutes d'aération par jour. Donc, ne pas hésiter à le faire hein, le matin. C'est un petit peu un air qui est moins pollué, bien aérer du coup toutes les pièces de sa maison. On peut aussi bien nettoyer les petites VMC. Donc, les VMC, ce sont ces petites bouches qu'on a un peu dans tous les appartements, les maisons, qui sont souvent avec des petites grilles en plastique. Et c'est vrai qu'elles vont récolter un peu les poussières, les microparticules et les fêtes de les enlever, de les nettoyer, ça va permettre aussi d'avoir un petit peu moins de pollution à l'intérieur de sa maison. Et essayer d'y penser, vous l'avez très bien dit au niveau de tout ce qui était les produits d'entretien, mais aussi tout ce qui va être à pulvérisation. Par exemple, les bombes de cire pour les meubles en bois qui sont en spray, toutes ces choses-là, bien penser quand on s'en sert, à aérer, à pas les mettre en contact des nouveau-nés, des enfants qui sont juste à côté. Si on fait ces travaux-là, on met l'enfant dans une autre pièce et on aère surtout bien après. Et puis, en effet, pour tout ce qui est parfum industriel, attention à tout ce qui est encens, les brumisateurs et autres produits chimiques qui nous promettent une maison fraîche et pure, mais finalement pas si pure que ça en termes d'exposition. Une des questions qui nous a été posée par notre communauté, c'est par rapport à la distinction entre la capitale et la province. Vous avez reçu en fait en 2020 le prix Talent du 18e parce qu'à l'époque, vous viviez à Paris. Et du coup, désormais, vous êtes passé à Tours, donc plutôt en province. Est-ce qu'il y a selon vous des gestes qui changent en fonction de là où on vit? Et est-ce que selon vous, on est un petit peu plus exposé quand on vit à la capitale qu'en province? Alors, il y a toujours plein de bonnes nouvelles avec la santé environnementale, c'est ça qui est bien. Enfin, en tout cas, on peut en trouver. Et il y a aussi beaucoup de moins bonnes nouvelles. Effectivement, il y a ce préjugé qu'on serait plus exposé quand on est en ville que quand on est à la campagne à des polluants. Et ben, en fait, on est exposé potentiellement à des polluants un peu partout. C'est juste que c'est pas les mêmes. Par exemple, quand on est à la campagne, ben, on va être peut-être beaucoup plus exposé aux pesticides. Donc, les pesticides qui sont donc des produits de synthèse donc des substances chimiques hein, qui sont extrêmement nocives pour la santé, qui ont pour beaucoup des effets perturbateurs endocriniens et qui du coup, en plus effectivement de se retrouver dans la terre et de rester sur les végétaux et sur les produits, on va dire, qui sont sur lesquels on les met, de pouvoir être ingérés à un moment donné, bah, ils se déplacent dans les masses d'air en fait. Ce qui fait que d'ailleurs on retrouve dans les grandes villes et même en plein cœur de Paris, on retrouve dans les poussières domestiques des pesticides, alors qu'on est assez éloigné des champs. Et donc, du coup, quand on est en province et quand on est plus près des zones agricoles, eh ben, on va être beaucoup plus fortement exposé, par exemple, à ce type de pollution. Et puis, on parlait du chauffage au bois. C'est une source d'exposition qu'on retrouve également en province. Le trafic des voitures aussi, hein, donc, c'est un leurre de penser qu'on est moins exposé quand on vit en province. Mais on a plein de choses à mettre en œuvre pour essayer de limiter cette exposition. Le plus important, c'est de toute façon toujours de connaître ce risque pour pouvoir ensuite se renseigner et voir ce qu'on peut faire pour s'en protéger. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas s'en protéger. Tout à fait. Donc du coup, les conseils qu'on vient de vous donner, vraiment, ils s'appliquent à tous. Ce sont des choses assez faciles à faire, à mettre en place, et vraiment, on est tous gagnants à s'y mettre à notre échelle. On va passer maintenant à vous, Monsieur Piboulot. Donc du coup, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes le directeur de la CPAM de l'Indre depuis plus de 4 ans. Vous nous avez parlé des missions généralistes de la CPAM. Quelles sont les missions que vous, en tant que directeur, vous avez dans votre quotidien? Alors, dans mon quotidien en ce moment, je suis extrêmement mobilisé sur deux sujets, et puis ensuite on repassera sur la santé environnementale.
Je parlais tout à l'heure effectivement de l'accès aux droits et aux soins de nos assurés sociaux, hein, puisqu'on parle d'assurés sociaux hein, pour l'assurance maladie. Donc actuellement, nous avons par exemple la mise en place du programme Zéro patient en affection de longue durée sans médecin traitant, puisqu'il y a un gros problème sur tout le territoire hein, d'ailleurs d'accès à un médecin traitant. Donc ça pose la question aussi de l'accès à des soins de prévention, hein, puisque le médecin traitant, depuis 2004, dans le cadre du parcours de soins, est en charge en fait de la gestion de la santé publique. Et c'est notamment sur lui que s'appuie par exemple la promotion du dépistage organisé des cancers, à titre d'exemple. Donc, c'est notre actualité en ce moment, et puis peut-être un petit peu moins connue, mais qui est directement en lien, et qui montre l'évolution de l'organisation du système de santé, en tout cas en libéral. C'est la promotion du dispositif des assistants médicaux. Donc, ce sont des personnels que peuvent recruter les médecins, et donc qui sont destinés à leur faire gagner du temps médical, c'est-à-dire les décharger d'activités qui peuvent être de nature administrative ou médico-administrative, pour faire en sorte que justement, ils soient en capacité d'accueillir plus de patients au sein de leur file active ou dans leur patientèle médecin traitant, et puis d'avoir par exemple une meilleure coordination de leur travail avec un médecin spécialiste ou d'autres professions paramédicales. Donc ça, c'est notre actualité. Et puis plus spécifiquement dans l'Indre, effectivement, sur le champ de la santé environnementale, donc une action sur les perturbateurs endocriniens et plus particulièrement les phtalates. Et là aussi, un début d'engagement sur le thème de la pollution de l'air, donc qualité de l'air extérieur, cette fois-ci. Voilà Parfait. notre sujet. Et du coup, depuis combien d'années vous êtes sensibilisé à la santé environnementale? Donc, ça va faire le lien avec la première de vos questions, finalement, où quand on cherche à comprendre l'évolution des dépenses de santé, donc c'est-à-dire on va dire les déterminants de la transition épidémiologique, eh bien, on est amené à lire beaucoup d'articles pour essayer de comprendre ce qui se passe en matière de santé publique. Pourquoi on a une évolution, comme je disais tout à l'heure, du taux d'incidence de cancer, une progression des cancers pédiatriques, par exemple, pour les cas les plus dramatiques. Pourquoi on a une multiplication des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, par exemple. Pourquoi on a une telle évolution de la prématurité. Donc, il y a ces sujets-là qui se posent, qui sont liés au mode de vie. Mais le mode de vie, en fait, ça renvoie à une notion qui est beaucoup plus systémique, qui est celle de l'exposome, et qui finalement nous amène une sorte de Big Bang en ce qui concerne la santé publique, hein, la perception de la prévention. C'est-à-dire qu'on regarde l'évolution de la santé dans le cadre d'expositions qui ont lieu tout au long de la vie et à partir de la conception, donc in utero jusqu'aux dernières années de vie. Donc c'est dans cette approche-là qu'on a un renouvellement de notre approche en matière de prévention. Alors, ça se trouve à se traduire très progressivement, hein, puisque finalement, dans la loi, le concept d'exposome n'est apparu qu'en 2015, avec la loi de modernisation de notre système de santé, hein, qui était portée par Marisol Touraine. Et petit à petit, on le voit effectivement comme au fondement de beaucoup de politiques sanitaires, notamment sur les territoires avec les plans régionaux santé-environnement. C'est ce qui nous amène à changer de braquet, j'ai envie de dire. Très bien. Et du coup, avec le réseau environnement santé, vous nous avez parlé tout à l'heure, vous avez pu donc mettre en place sur votre territoire une opération zéro phtalate. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors c'était effectivement une opération zéro phtalate, comme emmène le réseau environnement santé, mais impliquant donc un acteur institutionnel. Donc ça change quand même, ça change les choses, la manière dont on les aborde. Nous, donc à l'assurance maladie, je dis, on est principalement en rapport avec les assurés sociaux, mais on a aussi des échanges très réguliers avec les professionnels de santé. Donc on a des équipes qui sont dédiées aux relations avec ces différentes catégories de professionnels de santé, parmi lesquels on a des délégués d'assurance maladie qui se rendent très régulièrement dans les cabinets des professionnels de santé libéraux et dans les établissements. Donc, ils sont en charge de porter les messages de santé publique, les messages de bonne pratique, les messages de prévention. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, l'idée, c'était de sensibiliser les professionnels de santé à la santé environnementale de manière plus large et aussi à notre opération zéro phtalate. Donc, l'idée, ce n'était pas d'assurer une formation de ces professionnels de santé. Il y a d'autres dispositifs qui peuvent être mobilisés. Mais en tout cas, un premier niveau de connaissance et une sensibilisation, une connaissance des actions portées par la caisse primaire, dans l'objectif, en fait, que ces messages soient relayés par ces professionnels de santé que nous avons rencontrés un à un, en fait, dans leur cabinet.
Parfait. Et du coup, en pratique, comment s'est menée l'opération? Donc, on a eu en fait plusieurs axes. Il y a donc l'aspect sensibilisation des professionnels de santé qu'on a déjà abordé. Ensuite, nous avons des relations directes avec les assurés sociaux, avec différents modes de contact. Ce qu'on a mis en place pour avoir une meilleure sensibilisation des assurés sociaux sur le sujet de la santé environnementale, on ciblait la période des 1000 premiers jours. Donc, on s'est adressé prioritairement aux femmes qui nous adressaient leur déclaration de grossesse. Nous, on est toujours sur la thématique du curatif, un peu plus du préventif dans le cadre de l'assurance maternité, hein, c'est une assurance à part entière. Et donc, dès qu'on reçoit une déclaration de grossesse, on propose assez rapidement un rendez-vous qu'on appelle rendez-vous maternité, qui permet donc à la parturiente de savoir ce qu'elle a à faire dans le cadre de ses démarches administratives, mais également les différents examens médicaux auxquels elle peut prétendre et qu'elle doit suivre. Le choix d'une sage-femme, qui peut être une sage-femme référente, l'inscription dans notre programme de retour à domicile, donc après passage en maternité. Et à l'issue de ce rendez-vous, donc, on propose la participation à des ateliers collectifs de sensibilisation. Donc, on est un peu sur une offre sur rebond qui vient compléter l'offre traditionnelle de services qu'on dispense donc aux femmes enceintes. Et donc, l'idée, c'est de consacrer le temps nécessaire par des ateliers collectifs de sensibilisation, donc, qui sont d'une durée de 2 heures et qu'on a confié donc à une association environnementaliste qui s'appelle le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, qui réalise essentiellement des actions, on va dire, de type éducation populaire, en fait, sur le champ de la biodiversité, de la préservation des ressources. Mais certains CPE donc, se sont aussi spécialisés progressivement sur le champ de la santé environnementale. Donc, on a contractualisé avec eux, on a passé des conventions pour qu'ils organisent des ateliers donc, depuis cette année 2023 sur l'ensemble du territoire à échéance régulière, qui permettent donc aux femmes désireuses de poursuivre en fait cette prise de conscience, hein, cette connaissance de l'impact des perturbateurs endocriniens sur le développement de leur enfant, qu'elles puissent participer donc à ces ateliers qui sont donc accessibles sur tout le département. Donc ça, c'est la partie assurés sociaux. Donc on vise prioritairement, nous, c'est le public qu'on connaît en fait, hein, administrativement, puisqu'à un moment, on reçoit une déclaration de grossesse. Et donc les femmes enceintes, mais on vise également dans le cadre de notre action les jeunes parents et les futurs parents, donc dans une perspective plus globale, hein, 1000 premiers jours. Et puis dernier axe de cette action par rapport donc à la campagne Zéro phtalate qui a été développée en partenariat avec le réseau Environnement Santé, c'est une action en direction des collectivités territoriales. Donc Alexandra Lorenzo en a parlé un petit peu dans le cadre de son activité professionnelle. Nous, en fait, ce qu'on a réalisé, c'est donc un partenariat avec les contrats locaux de santé, donc qui portent des actions de santé publique sur le territoire, généralement des établissements publics de coopération intercommunale, hein, des communautés d'agglomération, communautés de communes, hein, pour l'essentiel chez nous. Et donc là, l'idée, c'était de réaliser en partenariat avec les collectivités territoriales des opérations de biomonitoring. Donc là, on est sur un effet, on va dire, sensibilisation, prise de conscience au niveau de la population relevant de ce contrat local de santé. Et puis ensuite, un travail avec les collectivités territoriales pour qu'elles soient à même de former leur personnel, en particulier donc le personnel en charge de la petite enfance et les acheteurs publics, les responsables de la commande publique, pour qu'ils puissent, en pleine connaissance de cause, faire évoluer leurs pratiques d'achat. Donc là, on est sur une logique qui n'est pas seulement de sensibilisation, mais qui est sur une logique d'investissement. Et oui, parce que chaque acteur, en fait, est concerné, et c'est vrai que c'est important de venir toucher les usagers, mais il faut aussi qu'en amont, les personnes qui vont les recevoir soient formées, commandent le bon matériel pour qu'en fait, l'ensemble de la chaîne soit dans les bonnes pratiques, si Tout l'on à peut fait. dire. Est-ce que vous savez si du coup l'action que vous avez mise en place, aussi bien sur le volet maternité que sur le volet auprès des collectivités, il a été mis en place dans d'autres départements que le vôtre, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'innovant que vous avez fait? Alors, c'est quelque chose d'innovant parce qu'on était les premiers à réaliser cette action avec nos collègues du département de l'Aisne. Mais ça essaime progressivement. Donc, il y a un certain nombre de caisses qui forment leur personnel au portage de ces campagnes.
Parfait. Et une petite question, qui du coup recevait les patientes lors de leur rendez-vous maternité? Est-ce que du coup c'était des professionnels de santé? Est-ce que c'était du professionnel qui ont été formés par vos services? Donc, on a formé nos agents d'accueil à avoir une connaissance sur le champ de la santé environnementale pour être en mesure, en fait, dans le cadre de ces rendez-vous, de faire, on va dire, en étant tout à fait à l'aise avec le sujet, ce qu'on appelle une offre sur rebond, c'est-à-dire un adressage vers des ateliers de sensibilisation. Parfait. Et du coup, accessible à toutes les femmes enceintes de votre département. C'est le principe. Super. Et du coup, est-ce que vous avez pu avoir des retours? Parce que j'imagine que là, ça fait plusieurs mois. Est-ce que vous avez l'impression que les femmes enceintes particulièrement ont été intéressées par le sujet? Est-ce que ça a été plébiscité? Comment est-ce que vous avez eu des retours sur cette opération? Alors, en termes de retour quantitatif, déjà, on a plusieurs catégories d'usagers, hein. Je parlais des professionnels de santé, ce sont des usagers pour la caisse primaire. Donc, ce qu'il faut savoir sur ce type de campagne, on les a coélaborés avec les sages-femmes, par exemple. On a eu un travail avec le conseil départemental de l'ordre. Et donc, la campagne a été finalement co-construite et co-portée avec la profession. Donc, on avait une attente enthousiaste par rapport à une caisse primaire qui s'empare du sujet, sur lequel la profession était déjà très fortement sensibilisée, plus que sensibilisée, parfois même donc formée pour la majeure partie des sages-femmes, que ce soit en libéral ou en établissement. Donc, très sensibilisée donc, et en attente d'un relais institutionnel avec finalement le logo de l'assurance maladie aussi sur ce programme de santé publique, hein, ça compte pour la perception par le grand public, hein, les assurés sociaux, en termes de crédibilisation du message. Pour ce qui est des assurés, on a des retours qui sont positifs en fait, dans le cadre de nos échanges. Et puis l'aspect quantitatif, je l'ai rapidement évoqué en parlant effectivement d'innovation. La Caisse nationale d'assurance maladie organise chaque année un prix de l'innovation de l'assurance maladie. Et donc, on avait la possibilité de concourir en tant que caisse sur l'une des catégories qui était en l'occurrence santé de demain. Et donc, la caisse primaire de l'Indre, avec la CEPAM de l'Aisne, a remporté le prix de l'innovation donc, sur cette catégorie. Et en l'occurrence, c'est le prix du public. Donc voilà, on sait le nombre de votes obtenus par la caisse, donc notamment par le vote des assurés sociaux du département. Donc c'est un retour qui est très encourageant et qui porte ses fruits puisque ça finalement positionne les caisses sur ce champ de la santé environnementale et ça donne des idées à nos collègues qui maintenant se tournent vers nous. Et donc, on est obligé finalement, on est incité à organiser des webinaires pour leur expliquer comment on s'est organisé, comment on mène de telles campagnes pour que ça puisse être décliné le plus facilement possible sur l'intégralité du territoire. Mais félicitations pour ce prix. Et en effet, je pense que c'est très parlant que ce soit le prix du public. Ça montre qu'aujourd'hui en France, c'est une thématique qui intéresse les gens, les gens y sont sensibles. Et c'est vrai que si tout ce que vous avez mis en place pouvait être mis sur l'ensemble du territoire en place, ce serait vraiment quelque chose de super. On va passer maintenant à Monsieur Vaudin. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes maître de conférence à l'Université de Tours et vous exercez aussi des missions de recherche. Déjà, une petite question, une petite définition très courte, parce que depuis tout à l'heure, on parle des perturbateurs endocriniens. Est-ce que de manière très simple, vous pouvez nous dire un petit peu en somme, qu'est-ce que les perturbateurs endocriniens? Alors, les perturbateurs endocriniens, donc généralement, ce sont des substances chimiques qui ont la particularité de ressembler, si on regarde la structure physico-chimique de ces molécules, elles ressemblent très fortement à certaines de nos hormones sexuelles, par exemple, comme la testostérone ou l'estradiol. Et ces molécules chimiques ressemblent tellement à nos hormones naturelles que si ces produits chimiques rentrent dans le corps humain, eh bien, elles sont capables de les remplacer. Et on sait que voilà, dès qu'on touche aux hormones, au système endocrine, qui est très très finement régulé pour que l'organisme soit en état d'homéostasie, qui fonctionne de manière optimale, eh bien le moindre déséquilibre de ces hormones peut provoquer et si l'exposition est chronique, c'est-à-dire répétée, eh bien ça peut déclencher des pathologies. Voilà. Donc, D'accord. on est capable, excusez-moi. Donc, ces produits chimiques en tant que tels, bon, ils sont dans l'environnement, ils sont potentiellement dangereux. Ils sont dangereux que s'ils rentrent dans le corps humain.
On sait qu'ils le font parce que on peut doser les produits chimiques, que ce soit dans le plasma sanguin, dans l'urine, dans le liquide céphalorachidien, dans le lait maternel aussi. Donc, tous les fluides corporels, on peut détecter ces produits chimiques. Et donc, ils peuvent exprimer à ce moment-là leur potentiel toxique. Oui, donc en somme, ils peuvent rentrer dans le corps humain et mimer parfois des actions ou empêcher certaines choses de se passer dans le corps humain de manière correcte. C'est Et c'est en ça. ça que ça peut impacter sur notre santé. D'accord. Et du coup, vous, au niveau de vos recherches, vous avez étudié les effets des perturbateurs endocriniens sur les cellules cérébrales qui contrôlent la fonction de la reproduction. Mhm. Est-ce que vous pouvez un petit peu déjà nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi de cibler ces cellules? Alors, ces cellules, parce que mon domaine d'intérêt scientifique, recherche, c'est la physiologie de la reproduction, donc qui aboutit à la production de gamètes, donc spermatozoïdes et d'ovocytes chez la femme. Ensuite, fécondation, développement embryonnaire. Et cette fonction de reproduction, c'est-à-dire la production de ces gamètes, est régulée tout part du cerveau, en fait, d'une petite région du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. Et il y a quelques neurones qui vont orchestrer tout ça. Et cette population de neurones, elle est au cours du développement embryonnaire, hein, ils sont sensibles aux hormones sexuelles qui sont produites soit par les gonades du fœtus, soit par la maman, généralement par les gonades du fœtus. Et pendant le fonctionnement aussi, une fois à l'âge adulte de ces neurones, eh bien, ils vont dépendre de la présence de nos hormones naturelles, notamment les hormones sexuelles, testostérone et œstrogène. Et donc, comme ces neurones sont régulés par ces hormones naturelles, donc potentiellement, ces neurones peuvent être la cible des perturbateurs endocriniens, notamment des produits chimiques qui peuvent avoir des effets perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire mimer ou alors empêcher l'action de nos hormones naturelles. Si je me trompe pas, vous allez m'éclairer, mais il me semble que les hormones sexuelles, elles ont aussi un rôle ultra important à jouer pendant la puberté. Oui, Et du coup, j'imagine que la puberté reste aussi une période de la vie où on est assez sensible à tout ça. Et donc, c'est pour ça que toutes les politiques de santé actuelles parlent des 1000 premiers jours. Donc, en effet, la femme enceinte et puis l'enfant in utero et les jeunes enfants. Mais il y a oui, aussi cette période-là de sensibilité particulière. bien sûr. Alors, on parle des 1000 premiers jours. Maintenant, on a tendance à l'élargir un peu cette période. Maintenant, on parle des 1000, voire même 1500 jours. C'est-à-dire, on va aussi s'intéresser à la production des gamètes et la production des spermatozoïdes chez l'homme. Donc, on s'aperçoit que aussi une fenêtre d'exposition critique pour la santé du futur embryon. Donc, effectivement, les 1000 premiers jours, donc on parle des 1000 premiers jours, c'est-à-dire de la conception jusqu'aux 2 ans d'enfant. Donc, les hormones ont un impact important pour le développement de l'enfant lui-même. Et puis, il y a d'autres fenêtres sensibles, comme la puberté, effectivement, où là, c'est le déclenchement de la fonction de reproduction, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Et effectivement, là, vous allez avoir une production d'hormones et, un- et aussi une maturation au niveau du cerveau de ces neurones qui vont contrôler la reproduction. Tout ça, c'est dépendant des hormones sexuelles, des stéroïdes sexuels. Et donc, c'est une fenêtre qui est très, très, très sensible. D'ailleurs, comment vous avez certaines molécules qui sont contenues dans le soja, des phytoestrogènes, qui, voilà, pour des enfants qui ont des régimes trop élevés, enfin trop importants avec ces phytoestrogènes, eh bien, vous pouvez avoir une perturbation de l'apparition de la puberté. Donc, c'est une fenêtre sensible. Une autre fenêtre aussi sensible, à laquelle on parle moins, c'est la ménopause. Chez la femme, c'est aussi une fenêtre sensible, où là, bon, il y a une chute de production d'hormones, mais par contre, les récepteurs aux hormones sont plus sensibles, sont plus efficaces, et donc, c'est une période où on est plus sensible aux effets de ces molécules à effet perturbateur endocrinien. Donc, il ne faut pas la négliger non plus, cette fenêtre de ménopause où on a une chute de, de production d'hormones œstrogéniques chez la femme. On n'entend plus. On vous entend plus. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, là, c'est bon. Désolée. Du coup, j'étais en train de dire que ce qui était très intéressant, ce que venait de nous informer, parce que du coup, il est important de faire attention à sa santé sur toutes les périodes de la vie. Il y a la période des 1000 premiers jours, mais il y a l'enfance, l'adolescence et même après la vie adulte. Et qu'à chaque étape, il faut quand même essayer de faire attention et d'avoir les bons gestes. Voilà, exactement. Il faut essayer de diminuer son exposition à ces produits chimiques. Tout à fait. À côté du coup de votre mission de recherche, vous avez vraiment plusieurs casquettes et vous avez une casquette du coup d'enseignement. Vous avez été pendant plusieurs années le directeur du master biologie de la reproduction et pendant du coup ces années, vous avez créé l'association Gamètes. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter comment celle-ci s'est créée et à quel but? Oui, donc elle s'est créée il y a 4 ans, 4-5 ans, enfin, on semble dans ces eaux-là. Et donc tout est parti d'un constat où nos étudiants, c'est vrai qu'ils ont des cours, c'est très académique, c'est très bien. Mais moi, je voulais qu'ils se frottent un peu à autre chose, je voulais qu'ils sortent un peu du cadre purement académique. Donc je leur ai demandé de s'organiser en association. Pourquoi? Bah, comme ça les rend éligibles pour de faire des demandes de financement dans les différentes institutions. Et puis, ça leur permet aussi de monter de leurs propres projets et d'être visibles aussi par les institutions pour mener ces projets. Et donc, ça les oblige, par ce biais-là, eh bien, à interagir avec des institutions, les industries privées, avec des personnes. En tant qu'étudiants, ils n'ont pas l'habitude de ça. Ils apprennent à faire des demandes de financement, à gérer des financements, à faire le projet et aussi à rendre des comptes une fois que le projet est fait, et notamment au niveau financier. Donc, c'est très extrêmement formateur pour nos étudiants. Oui, en somme, vous les mettez un petit peu en travaux pratiques, des actions qu'ils vont devoir Exactement. faire derrière dans leur métier, parce que certains feront de la recherche, et c'est vrai que quand on fait de la recherche aujourd'hui, bah, On fait il des faut demandes de nous... financement. Exactement. Exactement. Parfait. Et du coup, en 2021, il y a eu une année un petit peu plus spécifique sur les perturbateurs endocriniens au Ouais. travers de l'association. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bah, parce que la problématique des perturbateurs endocriniens, ça a été dit, hein, c'est une problématique, c'est une inquiétude qui est grandissante dans la société. Et, il faut sensibiliser le grand public et aussi les jeunes et les futurs parents. Et donc, les étudiants sont des futurs parents. Donc, il faut les sensibiliser. Et donc, dans un premier temps, j'avais demandé à une promo de master, du master, de fabriquer des petits films sur les perturbateurs endocriniens et donc pour qu'ils puissent diffuser les films sur leurs réseaux sociaux, enfin les réseaux sociaux de l'association Gamètes. Donc, ça a commencé par là. Donc ça a bien marché. Ils ont produit des petits films eux-mêmes. Ils se sont débrouillés tout seuls pour faire des films. Ils ont été faire des interviews de professionnels, que ce soit de recherche ou des médecins. Donc ils ont bien bossé. Et puis donc l'année dernière, un projet encore plus d'ampleur sur toujours cette même thématique des perturbateurs endocriniens, où là les étudiants, ils ont sur une semaine complète, ils ont fait de la sensibilisation auprès de la population, que ce soit étudiante, mais aussi des personnels de l'université de Tours. Donc ils ont organisé une campagne de dosage phtalate avec des bracelets. Ils ont construit des ateliers, ils ont construit une exposition sous forme de poster. Ils ont aussi organisé des conférences, un ciné-débat, auquel Alexandra a participé. Et donc, les étudiants étaient plutôt sensibles. L'Université de Tours a la particularité d'être sur plusieurs sites. Donc, c'est assez éclaté. Donc, l'association s'est déplacée sur tous les sites et a fait de la sensibilisation auprès de tous ces étudiants. Donc, cette semaine a été financée à la fois par la région. Encore une fois, on a la chance en région Centre d'être une région qui est très dynamique sur ce côté sensibilisation auprès du grand public sur cette thématique des perturbateurs endocriniens. L'université aussi a financé, le Crous a financé. D'ailleurs, le Crous a choisi cette opération pour faire remonter au niveau national un concours de médiation scientifique et l'association Gamètes a gagné ce concours. Au niveau national, a gagné le premier prix, a été lauréat pour la diffusion de la culture scientifique au niveau national. Donc, on était assez content. J'étais assez très, très fier d'eux quand ils ont eu ce prix. J'étais fier avant, mais là, j'étais encore plus fier d'eux.
Et oui, félicitations pour ce prix. Vous nous avez parlé du coup que en 2021, sur la période des perturbateurs endocriniens, l'association avait aussi bien touché les étudiants que les professionnels qui travaillent à l'université de Tours. Est-ce que selon vous, quel est le public un petit peu visé de l'association aujourd'hui? Bah, clairement, les jeunes adultes, parce que, en tout cas, un public qui écoute plus facilement des étudiants que des adultes comme moi. On n'est pas trop audible vis-à-vis des jeunes d'une vingtaine d'années. Et l'avantage que Gamète soit composé d'étudiants, c'est que ces étudiants, bah, ils ont le vocabulaire, ils ont les codes, ils maîtrisent les réseaux sociaux, ce qui permet une communication beaucoup plus facile et fluide sur ce jeune public. Et oui, du coup, vous nous avez dit tout à l'heure, mais l'association Gamète est présente sur les réseaux sociaux et d'ailleurs, du coup, tout le monde peut les retrouver directement. Voilà, sur Facebook, enfin, ils utilisent moins Facebook, Instagram et puis TikTok aussi. Et ils ont une chaîne YouTube. Parfait. Donc, plein de plateformes pour pouvoir retrouver un petit peu Ouais, ouais. leurs leurs conseils. J'aimerais maintenant vous poser un petit peu une question à tous les trois. Vous nous avez aujourd'hui exposé un petit peu tout ce que vous faisiez, étaient vos missions du jour. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos projets futurs? Comme- Madame Lorenzo, est-ce que vous voulez commencer? Alors, les projets, bah, il y en a, on a beaucoup, beaucoup de projets parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais peut-être les projets qui arrivent le plus rapidement, c'est notre participation au colloque annuel qui est organisé par la Société francophone de santé environnementale, euh, durant laquelle on présentera un projet qu'on a mené depuis plusieurs années, qui s'appelle Un air plus sain pour les 0-6 ans, et donc qui est voilà, un projet pilote lui aussi, mené avec 2 villes d'Île-de-France et qui permet de rendre les villes autonomes sur la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements qui accueillent des jeunes enfants. Donc, on aura le plaisir de le présenter fin octobre. Merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne l'association Gamets, donc à court terme, donc c'est de participer à votre semaine de sensibilisation à l'infertilité que vous organisez. Donc, il y aura 2 étudiants qui vont venir présenter 2 posters et qui seront là en présentiel pour les présenter. Un autre projet de Gamets, ça va être d'aller communiquer, enfin d'aller sensibiliser les tout petits en école primaire. On a été voir l'école Buisson-Molière à Tours. Donc, c'est une école qui est proche du quartier Sanitas. C'est un quartier qui est assez défavorisé parce que malheureusement, cette problématique des perturbateurs endocriniens, voilà, une grosse fracture aussi sociale face à cette problématique. Et donc, l'association, donc avec le concours des enseignants, donc, vont créer des ateliers qui sont adaptés à chaque niveau, du CP au CM2. Les enseignants ont déjà été sensibilisés. J'ai été les voir, j'aurais fait une conférence l'année dernière pour les sensibiliser. Et puis, à la rentrée prochaine, on va distribuer à chaque élève une trousse sans perturbateur endocrinien. Super. Et pour vous, à titre personnel, quels sont... Parce que là, vous nous avez parlé des projets futurs pour l'association, mais j'imagine que vous en avez aussi, vous. Alors moi, j'ai mes enseignements, j'ai ma recherche, et puis à côté de ça, voilà, je fais de la médiation scientifique. Donc, je suis impliqué dans le projet, dans le PRSE 4 au niveau régional, donc tout comme Alexandra. Donc, on a ça à mettre en œuvre. Une formation auprès des professionnels de santé, donc il faut que je pérennise, on a élaboré au mois de mai, on a eu de très bons retours, on prévoyait 30 inscrits, on en a eu 80. Donc, et ça, vraiment, il y a eu beaucoup d'intérêt. Il faut savoir que les médecins, enfin, en fac de médecine, ils sont pas du tout formés à la santé environnementale, pas du tout. Donc, il y a un gros déficit à combler. Et donc, on va essayer de pérenniser pour que les professionnels de santé et surtout les médecins généralistes puissent être sensibilisés et qu'ils puissent relayer l'information auprès de leurs patients. Parce que tout le monde fait confiance à son médecin généraliste. Donc, s'il pouvait porter un message dans ce sens, ça serait très bien. Oui, tout à fait. Et pour vous, Monsieur Piboulot, dites-nous tout.
Et donc, nous, on va poursuivre la sensibilisation des professionnels de santé sur le territoire. Donc, en 2021, on a commencé par les sages-femmes, on a poursuivi avec les médecins. Et donc, on est en train de réaliser une déclinaison de cette campagne à destination d'autres catégories de professionnels de santé. Donc, on va commencer par les pharmaciens qui ont des possibilités d'intervention, hein, puisque maintenant, on a des entretiens courts pharmaceutiques qui sont rémunérés, qui portent plus spécifiquement sur les risques tératogènes, mais qui peuvent être étendus effectivement à l'ensemble des substances phytotoxiques. Donc, l'idée, c'était effectivement là aussi de co-construire une campagne avec eux. Donc, on est en train de la décliner. Et on va faire de même à destination des chirurgiens dentistes sur le thème plus large des perturbateurs endocriniens. Et on aimerait ensuite poursuivre par une campagne à destination des orthophonistes, donc qui vont être vraiment plutôt concernés par les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles du langage, voire les troubles du comportement. Donc ça, c'est au programme. Et puis, on est également impliqué dans le plan régional santé-environnement, donc sur le champ des perturbateurs endocriniens. Et puis, on investit le sujet de la qualité de l'air. Donc, promo, ça va apparaître à l'écran. Le 12 octobre, on fait donc un relais de la Journée nationale de la qualité de l'air qui tombe le 14 octobre cette année. Et donc là, on invite à Châteauroux plusieurs scientifiques de l'INSERM, de l'École des mines de Douai et puis de l'Université de Galway qui viennent nous parler de la qualité de l'air et donc de son impact en matière de santé. Donc un nouveau programme qui commence et qui nous donne beaucoup d'enthousiasme sur l'investissement à consacrer sur le champ de la santé environnementale. Et oui, donc comme on peut le voir, plein de belles choses. En tout cas, c'est grâce à des acteurs comme vous où on voit que du coup les choses avancent, elles évoluent, que ce soit en termes de formation pour les professionnels de santé, mais aussi à la population, au travers d'institutions, mais aussi de milieux associatifs. Donc merci beaucoup. Une dernière question à vous poser. Selon vous, quels seraient les conseils les plus simples à adopter pour essayer de réduire son exposition soit aux perturbateurs endocriniens, soit aux phtalates, ou en tout cas à toutes ces substances chimiques? Qui veut commencer? Allez, je me lance. Alors, il y en a évidemment, il y a beaucoup de conseils à donner, mais peut-être pour faire très rapide, de ne pas hésiter à aller vers des produits avec des labels environnementaux. Donc, le label, c'est ces petites étiquettes EcoCert, Cosmebio. Vous avez la liste, vous retrouvez la liste de ces labels, les vrais labels fiables et sérieux sur le site de l'ADEME, ademe.fr. Et ça permet d'avoir une vérification, on va dire, d'un grand nombre de catégories de produits et sans avoir besoin d'être un expert sur toutes ces catégories de produits, déjà de limiter, on va dire, les problématiques dans les produits, que ce soit sur les cosmétiques, sur les peintures, dans l'alimentation, etc. Donc ça pourrait être un grand conseil, on va dire, à donner. Moi, je donnerais comme conseil, c'est vraiment de s'interroger sur ses habitudes, sur ses modes de consommation, sur ses pratiques, pour qu'on puisse s'exposer le moins possible à ces produits. Et en choisissant la situation où on est le moins exposé. Donc, utiliser le moins de plastique possible, faire attention à son alimentation. Si on peut privilégier le cuisiner soi-même, ça sera toujours mieux que l'ultra transformé, où il y a énormément de molécules chimiques. Et il faut savoir que l'alimentation, c'est quasiment 80% de l'exposition aux produits chimiques. À l'eau aussi que l'on consomme, il faut avoir confiance à son eau du robinet. Elle n'est pas plus ou moins polluée que l'eau en bouteille. Donc ça, il n'y a pas il y a pas de données scientifiques qui montrent qu'une eau est plus polluée que d'autres. Si vous avez la chance de vous équiper en ce qui concerne votre eau du robinet, voilà, si vous pouvez installer un filtre à charbon, des choses comme ça, c'est assez efficace pour débarrasser les polluants environnementaux qui sont dans l'eau de boisson. Et il y en a énormément. On n'a pas, enfin, il y a plein de types de molécules qu'on n'en a pas parlé, les résidus médicamenteux, par exemple, dont on n'a pas parlé, et qui sont vraiment qui deviennent des polluants environnementaux généraux. Ils polluent vraiment tous les secteurs de l'environnement. Et donc, ouais, et surtout, voilà, le conseil, c'est se poser à soi-même les bonnes questions. Du plus simple au plus compliqué. Allez-y.
L'aération des pièces, on en a parlé, effectivement. 10 minutes minimum 2 fois par jour. Ça, c'est simple, ça peut être fait. En particulier pour tout ce qui est phtalate, hein, puisque la focale est quand même orientée phtalate sur nos opérations. En ce qui concerne les perturbateurs endocriniens, privilégier les légumes agriculture biologique. Si ce n'est pas le cas, éplucher ces légumes. C'est simple, mais c'est déjà pas mal. Le moins de cosmétiques, y compris donc parfums possible. Le moins de produits ménagers possible. Et les plus simples possibles, les plus naturels, avec le moins de composants chimiques. Et puis, le plus compliqué peut-être à mettre en œuvre, mais en ce qui concerne les phtalates, c'est enlever les sols en PVC. Parce que ça, c'est ce qui va affecter les plus jeunes enfants qui rampent au sol et donc qui sont particulièrement affectés par la pollution qui est contenue plus spécifiquement dans les poussières, puisque les phtalates sont relâchés et donc s'agglomèrent aux poussières. Donc, pensez effectivement à privilégier d'autres revêtements. Ah, perdu. Mince. Bon, je pense qu'on fera un petit cut, peut-être, à moins qu'il arrive à se reconnecter. Ah, Ah, voilà. on vous laisse reprendre sur le sol. Oui, donc dernier conseil, peut-être le plus onéreux, mais s'il y a quelques travaux à faire dans la maison, ça vaut le coup, surtout quand on envisage d'avoir un projet d'enfant. Donc c'est supprimer les sols en PVC. Effectivement, c'est la principale source d'exposition au sein des intérieurs. En ce qui concerne les phtalates, ce sont les sols en PVC. Donc s'il y a possibilité, on se passe des sols en PVC. Tout à fait. Eh bien, merci à tous pour ces conseils. Vraiment, et puis pour la qualité de ces échanges, de toutes ces informations que vous nous avez fournies. J'aurais eu 1 milliard de questions à vous poser, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur les données statistiques et voilà, plein de thématiques qu'on a abordées. En tout cas, c'était passionnant. Si jamais, donc vous qui nous regardez, vous avez trouvé ces échanges intéressants, n'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire. C'était la première fois que l'association prenait le parti de faire une table ronde sur la santé environnementale. Et si on voit que la thématique vous plaît, on proposera des ateliers certainement un petit peu partout sur nos pôles de manière au niveau régional. On proposera pourquoi pas des ateliers, des choses comme ça. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à nous faire des retours. Encore merci à tous les trois pour Merci votre à vous. participation et je vous dis à bientôt.